Vous êtes bien sûr Héroïnes du sport, le podcast qui vous plonge au cœur des parcours de femmes exceptionnelles. Elles ont marqué le sport grâce à leur talent, leur persévérance et leur audace. Elles ont défié l'impossible et marqué l'histoire. Héroïnes du sport, leurs histoires méritent l'or et vous allez découvrir pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Héroïnes du sport. Aujourd'hui, je vous embarque dans les montagnes et plus précisément dans le milieu de l'alpinisme parce que dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire de Claude Cogan. Alors, avant de vous raconter son histoire, on va faire un petit retour en arrière sur le début de l'alpinisme. Alors, l'alpinisme a une histoire plutôt riche qui remonte au début du XIXe siècle, lorsque les premières ascensions des sommets emblématiques des Alpes ont captivé l'imagination des aventuriers. Et encore un petit peu avant ça, le 7 août 1786, c'est Jacques Balmat et Michel Pacard qui seront les premiers à monter au sommet du Mont Blanc. Et côté femme, c'est Marie Paradis qui sera la première femme à atteindre le sommet, même si elle avouera avoir été traînée et portée par les guides sur la fin de l'ascension. Au fil des décennies, la pratique de l'alpinisme s'est développée, notamment avec la création de clubs alpinistes en France et en Angleterre, comme par exemple le Club alpin français, qui est fondé en 1874. Et tout ça, ça attire des grimpeurs de tous horizons. Mais il est vraiment essentiel de noter que ce monde a été très longtemps dominé par les hommes. Et ce n'est qu'à partir des années 20 que les femmes vont commencer tout doucement à se faire une petite place sur les parois rocheuses et les sommets et à mener des expéditions. Il est aussi intéressant de noter qu'en 1950, seulement 6% des membres des clubs alpins en France étaient des femmes. Et ce chiffre a progressivement augmenté au fil des décennies avec une plus grande inclusivité et des changements sociaux. C'est donc en 2020 il y a environ 30% des membres du club alpin français qui sont des femmes. Et donc ça témoigne d'une certaine évolution significative dans la perception et l'acceptation des femmes dans ce milieu. Aujourd'hui, des alpinistes comme la française Elisabeth Revol et la canadienne Sarah Huneken continuent à inspirer et à prouver que les femmes peuvent exceller dans l'alpinisme, repoussant les limites des réalisations féminines. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Claude Cogan. Alors, Claude Cogan, née Claudette Rachel Trouillet, née le 21 février 1919 à Paris. Et elle est souvent reconnue comme une pionnière dans le monde de l'alpinisme féminin. Elle est issue d'une famille très pauvre, elle grandit loin de son père. Elle a 3 ans quand sa mère Marcelle décide de divorcer et donc elle ne connaîtra jamais réellement son père. Et sa mère décide de prendre le large, elle la confie à sa propre mère qui elle-même la confie à un orphelinat en Belgique qui sera également rejointe par son frère. À l'école, c'est une élève plutôt studieuse et plutôt amie avec les garçons. À 15 ans, elle quitte l'école avec son certificat d'études en poche pour devenir modiste et elle finit par être embauchée par un grand magasin du centre-ville de Bruxelles. Et donc voilà qu'à 18 ans, sa vie est déjà toute tracée. Mais sa vie va complètement changer le 14 août 1938. Ce week-end-là, elle part camper avec des amis. Et après un trajet en car, ils s'installent leur tente sur les falaises de Frères. C'est les falaises les plus hautes de Belgique qui sont situées dans les Ardennes. Et c'est ici, à ce moment-là, qu'elle découvre l'escalade et qu'elle découvre une sensation de liberté qu'elle ne connaissait pas auparavant. C'est dans ces instants-là qu'elle va se révéler et qu'elle va prendre confiance en elle. Elle aime se lancer des défis, elle aime rivaliser avec les garçons et du haut de son 1m50, elle grimpe avec une grâce déconcertante. Elle trouve sa place dans un milieu dominé par les hommes. 1er septembre 1939, c'est la date qui marque le début de la Seconde Guerre mondiale. Et l'été suivant, malgré le chamboulement qui se passe en Europe, elle va continuer à grimper du matin au soir, trouvant une certaine paix en haut des falaises.
Là-haut, elle rêve de grimper en tête, d'ouvrir la voie, de prendre des risques. Elle a observé avec attention les gestes du premier de cordée et elle veut maintenant, elle aussi, passer à l'action. Et son désir de mener un jour une ascension devient presque une obsession. Ce même été, elle grimpe avec René Mailleux, un membre du club alpin belge. Et c'est le premier à lui faire confiance pour grimper en tête, malgré les doutes de certains hommes. Claude, elle sait au fond d'elle qu'elle a le potentiel pour rivaliser avec les hommes. En 1942, la France est divisée en 2 zones, la zone occupée et la zone libre. Marcel, sa mère, elle vit à Nice et elle lui envoie de temps en temps des lettres en lui parlant du soleil, des montagnes, de la mer. Et malgré la situation géopolitique difficile, Claude, elle sent que son avenir se trouve là-bas. Et donc à 23 ans, elle part la rejoindre à Nice après 1 mois de voyage à travers la France. Elle trouve là-bas un emploi dans la mode et dès son arrivée, elle se dirige vers un club de ski montagne qui se réunit chaque mercredi. L'accueil lui est glacial. Les membres la regardent un peu avec scepticisme, ne croyant pas qu'une petite femme comme elle ait déjà gravi des voies en tête. Mais Claude, elle s'en fout un petit peu, elle est déterminée et parvient à passer un examen de passage. Le jour de l'épreuve, elle est émue, mais elle est confiante. Elle grimpe sans difficulté, elle impressionne ceux qui doutaient d'elle. Et une fois là-haut, elle remarque un homme parmi les autres grimpeurs. Et cet homme qu'elle remarque, c'est Georges Kogan. C'est un gars d'origine russe, un juif, qui est né à Saint-Pétersbourg et qui a fui avec sa mère la montée antisémite qui est arrivée en Europe. Et donc ils sont arrivés en France en 1937. Et tous les deux, donc Claude et Georges, ils vont partager cette passion pour la montagne et ils vont se rapprocher très vite. Surtout qu'ils ont une histoire un petit peu similaire, ils ont tous les deux pas connu leur père, donc ça va les rapprocher. Ils vont devenir inséparables et ils vont explorer ensemble les massifs des Alpes. Et lors d'un séjour dans l'Oisans, Claude fait sa première course en haute montagne. Elle découvre les magnifiques champs de neige, les glaciers et aperçoit même le Mont Blanc pour la première fois. Elle savoure vraiment le plaisir d'avoir réussi cette ascension. Quelques mois plus tard, Claude devient également monitrice d'escalade et elle va emmener les débutants dans les voies d'initiation où elle a elle-même commencé. Et grâce à Georges et à d'autres compagnons grimpeurs, elle va commencer à se faire une petite place au fur et à mesure dans le milieu alpin. On est donc dans un contexte de guerre, mais ça ne va pas les empêcher d'aller grimper là-haut en montagne. Et pourquoi ? En fait, la montagne, ça représente un petit peu un refuge, c'est loin des horreurs du quotidien, il n'y a pas de guerre, il y a juste la beauté des paysages et surtout la liberté. En septembre 1943, Georges doit se cacher, puisque donc il est juif, et il envisage de partir pour l'Espagne. Mais il ne veut pas abandonner Claude, et donc ils vont passer tout leur hiver à parcourir le massif du Mercantour et à vivre un petit peu dans la clandestinité. Et c'est leur amour et leur passion pour l'escalade, pour les montagnes, qui va leur permettre de résister à l'absurde. Ils vont réussir à se marier un petit peu discrètement en 1944 et ils vont s'installer dans une villa près de Nice. L'été suivant, c'est bon, la guerre est finie, ils décident de partir ensemble pour aller découvrir le massif du Mont Blanc. Et malgré des conditions plutôt difficiles, ils vont relever le défi, ils vont découvrir plein de nouveaux paysages et en fait chaque été, ils vont aller explorer de nouveaux massifs ensemble. En 1949, ils vont partir pour les Dolomites, un endroit qui va profondément marquer Claude. Et le 15 août de cette même année, ils vont retourner dans le massif du Mont Blanc pour une ascension plutôt audacieuse, l'arête sud de l'aiguille noire de Peuteret. Claude, elle veut absolument grimper en tête. Elle affirme son souhait de mener l'ascension. Et ensemble, ils vont atteindre le sommet après une très longue journée d'efforts et une réalisation qui va renforcer sa détermination. Peu de temps après tout ça, Claude, elle reçoit une médaille qui va récompenser ses exploits en alpinisme. Elle reçoit la palme de l'alpinisme féminin français, mais aussi mondial. Et elle se sent super fière de son parcours parce qu'elle a ouvert la voie pour plein d'autres femmes dans ce sport, et 7 ans après avoir elle-même franchi la porte d'un club. Cependant, au bout d'un moment, les Alpes ne vont plus leur suffire.
Eux, ils rêvent un petit peu de d'autres sommets, ils ont le sentiment de les avoir fouillés d'un bout à l'autre. Et c'est donc dès l'automne 1949 qu'un nouveau projet se dessine. Gravir l'Alpamayo, qui est un sommet vierge du Pérou. L'Alpamayo, c'est 6200 mètres d'altitude et c'est le plus haut sommet inviolé de la Cordillera Blanca qui domine le Pacifique. C'est Georges qui va prendre en main l'organisation de cette expédition, mais il y a quelques petites complications qui vont mettre le projet en péril. Déjà, il faut trouver le budget pour un tel voyage, mais il faut aussi trouver d'autres alpinistes partants. Il faut trouver tout le matériel nécessaire. Donc, le projet, il semble plutôt tomber à l'eau. Et puis, entre-temps, Claude va tomber un petit peu malade, elle a laissé s'infecter une mauvaise blessure au pied, elle voit Georges partir en montagne, elle doit se reposer. Mais Claude, en fait, sans les montagnes, elle dépérit. Elle ne s'épanouit qu'en altitude, elle adore passer du temps dans les refuges, elle n'est pas du tout faite pour la ville. Elle ne se sent pas hyper bien dans son 3 pièces si elle ne bouge pas. Elle ne s'épanouit uniquement dehors, dans le froid, dans le vent et dans l'effort. C'est finalement en 1951 que Claude et Georges vont enfin partir pour le Pérou. Claude est en super forme, ça fait presque 2 ans qu'elle n'a pas vraiment grimpé en montagne. Et après quelques jours d'acclimatation, elle décide avec une amie alpiniste de faire le sommet du Kitarayu. Et c'est la première ascension d'un plus de 6000 mètres par une cordée féminine. Et elle devient également la première femme à atteindre le sommet d'un 6000 mètres. L'ascension de l'Alpamayo est aussi un succès par toute l'équipe, même si on découvrira quelques années plus tard qu'il n'avait malheureusement atteint que l'antécime nord, séparé par 100 mètres d'arête effilée du sommet sud, plus haut de 17 mètres. Et donc, pour les puristes, l'équipe Kogan n'avait pas vraiment été tout en haut de l'Alpamayo. De retour de leur expédition au Pérou, la vie reprend son cours, mais un gros drame va survenir. Georges tombe gravement malade et va s'éteindre quelques jours plus tard dans les bras de Claude, laissant un vide immense dans sa vie, alors que ça faisait déjà 10 ans qu'ils étaient ensemble. L'été suivant, Claude, elle retourne au Pérou avec un petit goût amer parce que les souvenirs de l'expédition avec Georges et toute l'équipe lui reviennent à l'esprit. Georges avait l'habitude d'écrire leurs aventures, mais c'est à son tour qu'elle va écrire et elle va y trouver finalement un certain réconfort dans l'écriture. Je l'ai assez peu évoqué jusqu'ici, mais son autre passion, c'est la couture, la mode. Elle adore créer de nouvelles collections. Parfois, elle se réveille en pleine nuit pour griffonner au crayon sur un petit carnet des croquis qui prendront forme le lendemain. Le matin, elle est la première à l'atelier, elle attrape les ciseaux, tourne autour de son mannequin. Elle tient sa petite boutique à Nice qui s'appelle Nice Tricot. Et elle vend également ses pièces aux plus grandes maisons du Faubourg Saint-Honoré, comme à Dior, à Hermès. Bon, vous l'aurez compris, entre sa passion pour les montagnes et celle pour la mode, Claude, elle a une vie à 200 à l'heure. En 1953, elle part pour l'Himalaya avec l'objectif de gravir le Noun, qui est également un sommet vierge du Cachemire. Ils sont une petite équipe de 5 à partir là-bas. Claude, elle n'est pas trop en grande forme, elle reste souvent dans sa tente au premier camp de base à se reposer. Et les Sherpas se demandent même mais qu'est-ce qu'elle est venue faire ici en fait. Et après 1 mois, elle réussit enfin à quitter le camp de base et retrouve sa forme d'antan. Encore plus que dans les Andes, une ascension dans l'Himalaya, c'est un fastidieux va-et-vient. Il faut vraiment tomber sur la fenêtre météo idéale pour réussir une ascension. Et parfois, quand la météo n'est pas clémente, soit on passe des journées à attendre que ça s'améliore, donc à se reposer, à s'occuper comme on peut, voire même à s'ennuyer, soit il faut revenir en arrière pour espérer remonter quelques jours plus tard. Il faut donc être doté d'une très très grande patience. Quelques temps plus tard, Claude et ses compagnons se préparent à atteindre le sommet. Malheureusement, la météo se dégrade et ils doivent rebrousser chemin. Mais Claude, elle est déterminée et elle repart avec un nouveau alpiniste pour tenter l'ascension. Ils réussissent finalement à l'atteindre
et laissent une trace de leur passage avec leur nom sur une feuille de papier glissée dans une fissure. De retour en France, Claude est rapidement sous les projecteurs. Elle raconte son aventure dans le magazine Elle, ce qui captive le public avec son récit. Son succès semble faire un petit peu des envieux. Le temps passe, mais elle n'a plus aucune expédition qui se profile à l'horizon. Et puis, Claude rencontre un guide genevois avec qui elle se lie d'amitié et en qui elle trouve de la confiance. Et il lui propose de tenter l'ascension d'un sommet de 7000 mètres, le Gauri-Sankar, au Népal. Pour financer leur expédition, ils décident de prendre en charge eux-mêmes les coûts. Et c'est donc le 18 août 1954 qu'ils s'envolent de Nice vers Delhi, puis Katmandou. À son arrivée là-bas, Claude découvre une ville animée, pleine de contrastes. Pendant 2 mois, elle parcourt les sentiers et les vallées désertes, réalisant que tout ici est à explorer, sauf ce qu'elle est venue chercher. Le Gauri-Sankar, pourtant très convoité, s'avère plutôt inaccessible et après 1 mois de pluie, ils doivent chercher d'autres objectifs. C'est donc le 1er octobre qu'ils vont se diriger vers le Choyou. C'est un sommet de 8000 mètres sur la frontière tibétaine. 3 ans plus tôt, c'était des alpinistes britanniques qui avaient repéré une voie d'ascension qui semblait réalisable. Et donc, comme ils ne peuvent pas faire le Gauri-Sankar, ils se tournent vers le Choyou, qui est quand même 1000 mètres d'ascension de plus. Le 25 octobre, ils installent leur dernier camp à 7100 mètres d'altitude, dans une crevasse au pied de l'immense mur sommital. Ils s'y installent pour 5 jours. Un matin, ils vont se réveiller sous une fine couche de neige soufflée par le blizzard. Ils y construisent un mur avec des blocs de neige pour protéger leur tente du vent. Et coup de piolet après coup de piolet, ils avancent lentement, voire même trop lentement, pour atteindre le sommet. À ce rythme-là, ils pourraient l'atteindre en 3 heures, mais ils ne pourraient pas retourner à leur tente avant la nuit. Il est donc 14 heures. Ils se décident à redescendre. Ils ont quand même atteint 7730 mètres d'altitude et Claude bat un record en devenant la femme la plus haute du monde. Ce titre lui apporte une certaine célébrité, mais ça ne gomme pas son sentiment d'échec profond. 1 an après cet échec, elle décide de retourner au Népal. Depuis son retour du Choyou, Claude rêve de monter une expédition féminine dans l'Himalaya. Elle garde ça un petit peu dans un coin de sa tête et en attendant, elle retourne au Népal et elle vise le Ganesh Himal avec une petite équipe de 7 personnes. Le 24 octobre 1955, après avoir passé 5 nuits dans une grotte de neige à 6000 mètres, réveillée en plus par des cauchemars et par le grondement des avalanches, ils se mettent en route vers le sommet malgré des conditions météo peu réjouissantes. Malheureusement, l'équipe perd un ami au cours de l'expédition. Son piolet est resté planté en haut d'une pente de glace et son bâton est resté enfoncé dans la neige. Et ce n'est que le lendemain qu'ils retrouveront son corps 800 mètres plus bas. Et c'est la première fois que Claude perd un ami en montagne. Les étés qui suivent, chaque été, elle repart en expédition. En 1956, elle découvre le Groenland pour la première fois. En 1957, elle est de nouveau au Pérou, où elle réussit les sommets du Putairca et du Pucarana, tous deux des sommets de plus de 6000 mètres. En 1958, Claude s'assoit à côté de Valéry Giscard d'Estaing et de Paul-Émile Victor, qui est un explorateur polaire, dans un super Constellation d'Air France effectuant la première liaison commerciale avec Moscou. Et donc elle fait partie d'une délégation d'alpinistes français qui se rend dans le Caucase. Elle y passe 2 semaines avec une grosse expédition qui malheureusement l'ennuie. Et elle se fait photographier au sommet de l'Elbrus près du buste de Lénine. En fait, ce qu'elle a en tête, ce qui l'a fait vibrer, c'est son ambition de créer une expédition féminine à l'Himalaya. Et c'est ainsi qu'en septembre 1959, Claude repart au Népal pour son projet d'expédition féminine pour le Choyou. Mais Claude, elle est épuisée.
Ce projet auquel elle pense depuis 4 ans maintenant lui ôte le sommeil et l'appétit. En plus de ça, depuis des années et des années, elle subit les jalousies de ceux que ses réussites dans les Andes et l'Himalaya dérangent, sans compter sa vie à 200 à l'heure entre sa petite boutique et ses créations et la montagne. Claude a 40 ans, elle a quelques rides au coin des yeux, elle ne souhaite pas la mort, mais elle cherche de plus en plus des situations où le danger est présent. Dans cette expédition 100% féminine, Claude va guider 11 femmes au pied du Choyou. Dès les premiers jours, dans les rizières népalaises, la marche libère Claude de ses doutes. Elle se réjouit de voir sa petite équipe vivre ensemble et faire effet dans les villages traversés. Chacune a son rôle précis et Claude dirige avec précision tout l'ensemble. Cependant, elle remarque qu'elle s'acclimate moins bien que d'habitude et elle veut réussir tout de même à insuffler l'énergie qu'elle a et qu'elle a à chaque fois qu'elle fait une expédition. Elles finissent par installer leur camp de base qui est installé au même endroit qu'en 1954. Le 22 septembre, Claude trouve l'une de ses femmes allongée sur la neige et elle sent que quelque chose ne va pas. Cette femme, elle se lève en titubant, puis s'effondre, elle enlève ses lunettes et remarque que son visage est enflé. Elle a l'air totalement méconnaissable et en fait, elle est en train de faire un œdème cérébral et elle doit absolument être évacuée avec des Sherpas. Et il y a une autre fille de l'expédition qui commence à développer les mêmes symptômes. Et malgré tout ça, Claude, elle est têtue et elle décide de poursuivre l'ascension avec les filles restantes. Donc le 30 septembre, elles atteignent le camp 3, mais elles sont bloquées par le mauvais temps depuis 2 jours. Claude, elle sait que l'acclimatation, c'est essentiel. Il faut dormir en altitude, puis redescendre pour se reposer plusieurs jours avant de pouvoir progresser plus haut. Sans ça, le risque de mal aigu des montagnes, pouvant donc dégénérer en œdème, c'est mortel. La progression vers les camps suivants devient compliquée à cause du mauvais temps, mais Claude, elle garde en tête l'objectif d'atteindre le sommet. Elles sont 2 à atteindre le camp 4 avec des Sherpas. Les autres sont redescendus dans les camps plus bas. Ils vont installer leur tente, ça va prendre beaucoup de temps à cause de la météo. Et dans les camps inférieurs, du coup, les autres filles remarquent que la météo se dégrade très rapidement et que tout le monde commence à se replier. Mais Claude, là-haut, elle veut persister. Sauf que la neige tombe et les avalanches vont s'enchaîner. Quelques jours plus tard, lorsque la météo s'améliore, les filles qui étaient redescendues au camp de base réussissent enfin à monter au 4e camp pour essayer de rejoindre Claude. Mais malheureusement, il ne reste qu'une grande pente de neige. Il n'y a pas de traces de Claude et de son ami. En fait, l'avalanche a écrasé leur tente. Claude, elle ressentait une certaine pression énorme en tant que chef d'expédition, avec une obligation quasi inévitable de devoir réussir. Et cette pression, alliée à sa volonté indéfectible, la pousse à repousser encore plus les limites de la fatigue et du risque. Un journaliste s'interroge sur le but de leur expédition, demandant ce que 12 femmes peuvent bien aller chercher si haut, si loin de chez elles. Le traitement médiatique est particulièrement injuste, puisque les échecs masculins sont souvent vus comme des coups du sort, tandis que les femmes, elles n'ont ni droit à l'erreur, ni droit à la malchance. Pour un homme, le désir de conquête, c'est courageux, mais pour une femme, c'est souvent jugé futile. Claude avait 40 ans quand elle a été emportée par l'avalanche. En tant que pionnière, elle a ouvert la voie à de nombreuses femmes dans un domaine largement dominé par les hommes. Elle a défié les stéréotypes et mené des expéditions audacieuses et elle a montré que les femmes pouvaient non seulement participer à l'alpinisme, mais aussi exceller et diriger.
Claude, elle a inspiré des générations de femmes à poursuivre leurs rêves d'escalade et de montagne et à briser les barrières liées au genre. Son courage, sa détermination et sa passion pour la montagne continuent d'inspirer aujourd'hui celles qui se battent pour leur place dans le monde du sport et au-delà. Et son héritage vit à travers chaque femme grimpeuse qui ose défier les sommets. C'était donc l'histoire de Claude Cogan. J'espère que sa petite histoire vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à noter ce podcast s'il vous plaît. Et puis on se retrouve prochainement pour non pas un épisode mais 2 épisodes au mois de mars, dont un épisode un petit peu spécial pour une journée un peu spéciale. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite.